Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve aujourd'hui pour notre 48e épisode du Menu Crowdfunding, l'émission hebdomadaire dans laquelle on vous présente tous les nouveaux projets actuellement en cours de financement participatif, que ce soit sur GameFound, Kickstarter, Ulule dans la sphère francophone, ou même d'ailleurs Game on Tabletop de manière un peu plus rare. Cette semaine encore, on est sur quelque chose de relativement léger, quantitativement parlant. Par contre, on assiste également au retour des grosses campagnes, des projets assez massifs, assez conséquents. Et ça nous change un petit peu des 2-3 dernières semaines qui étaient relativement légères de ce point de vue-là également. Donc on va avoir des choses assez intéressantes à dire. Potentiellement un menu donc un petit peu plus long que les deux semaines précédentes, quoique c'est pas garanti non plus. Quoi qu'il en soit, on va commencer tout de suite, se lancer un peu dans le vif du sujet avec le petit point sur la chaîne comme d'habitude, et ensuite donc les mentions honorables de la semaine, suivi des gros projets de la semaine. Il y en aura certainement 3-4 cette semaine. Le petit point donc sur la chaîne, on est presque à 1090 abonnés, j'ai regardé tout à l'heure 1088 je crois, donc on progresse petit à petit comme d'habitude. Le petit point sur la chaîne va être relativement rapide, ceci étant dit, puisque on n'a pas grand chose de nouveau depuis la semaine dernière, le menu et son suivi comme tous les mercredis bien évidemment. Pas d'autres vidéos cette semaine, mais par contre, normalement d'ici quelques jours, vous devriez avoir une vidéo d'expli partie, donc une explication des règles et une partie en déroulé complet sur Wild Serengeti, donc un jeu relativement attendu j'imagine par les backers francophones, qui ne devrait plus trop tarder à vous parvenir j'imagine. Du coup, on va s'orienter directement vers le sondage de la semaine, puisque chaque semaine, vous pouvez avoir droit de vote sur les projets qui vous intéressent le plus sur la semaine suivante. Donc, consultez la description de la vidéo pour aller voter pour les projets de la semaine suivante. Cette semaine, on avait donc peu de jeux, mais quelques-uns très intéressants et quelques résultats un petit peu étonnants à mon avis. Par exemple, ici, Batman avec la saison 3 de Gotham City Chronicles, qui a eu seulement 2 voix. Ça m'a un petit peu étonné, mais ça m'arrange puisque c'est pas spécialement un projet qui m'attire outre mesure, donc il sera traité comme une mention honorable et c'est à peu près tout. Ensuite, étonnamment aussi, Castleshire qui a attiré malgré tout 6 voix. Je pensais pas qu'il attirerait autant de personnes. Bon, je pense pas en faire du coup une présentation très longue parce qu'il est arrivé finalement qu'en 4ème position, mais j'étais quand même assez étonné de voir ça. Ensuite, on a aussi 44 BCE, donc 44 avant Jésus-Christ, qui est un jeu sur la Rome antique dont on parlera tout à l'heure, mais là encore peut-être plus dans les mentions honorables, j'imagine. Bon, on verra bien comment je le traiterai. Par contre, bien évidemment, Arx, le nouveau projet de Cole Wehrle, donc l'auteur de Root ou encore de Oath plus récemment, et puis bien d'autres jeux. Donc toujours quelque chose à suivre d'assez près. Donc là, bien évidemment, gros projet de la semaine, bien évidemment, accompagné par The Breach, le nouveau projet de Ludus Magnus Studio, qu'on connaît bien là encore. Ces deux-là seront bien évidemment présentés parmi les gros projets de la semaine, auquel on ajoutera bien évidemment, parce qu'on ne pouvait pas passer à côté, les châteaux de Bourgogne, un Castles of Burgundy qui bénéficie d'une refonte totale effectuée par Awaken Realms, et dont on parlera bien évidemment. Il ne figurait pas dans dans les jeux pour lesquels vous pouviez voter durant le sondage précédent, pour la simple et bonne raison que l'annonce de sa sortie sur GameFound n'avait pas encore été effectuée au moment où j'avais préparé la page du sondage. Bon, bref, de toute façon, c'était relativement évident qu'on allait en parler dans les gros projets de la semaine. Quand même, on peut aussi noter que Bark Avenue, petit jeu de promenade de chiens, a fait 0 voix, c'est quand même assez rare. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir enfin se lancer sur les mentions honorables de la semaine. Et on commence tout de suite les mentions honorables par Brand New Zoo, qui nous vient de Bridge City Game Collective, qui est une nouvelle éditeur, primo-éditeur sur Kickstarter en tout cas, et qui nous vient ici avec un petit Roll and Write en print and play. Donc ces jeux que vous devez imprimer pour pouvoir y jouer, et il faut bien dire que ça se prête particulièrement bien à l'exercice du Roll and Write, donc vous allez avoir un feuillet individuel pour chaque joueur autour de la table. Vous allez jeter des dés et à partir des résultats choisir différentes actions disponibles. Ici, il vous faudra donc construire un zoo. Bon, la thématique du zoo a un petit peu le vent en poupe depuis quelques temps, particulièrement avec Ark Nova qui avait beaucoup fait parler de lui à sa sortie. C'est pour 1 à 100 joueurs, comme souvent c'est le cas pour les Run and Ride qui peuvent être joués à un très grand nombre, pour des parties de 20 à 40 minutes. Bon, comme d'hab, pour les Run and Write, rien de très révolutionnaire, vous allez lancer 2 dés et en fonction des résultats, vous allez pouvoir éventuellement engager différents membres du staff pour votre zoo. Vous allez également dessiner des enclos, vous allez acquérir des animaux pour aller peupler votre zoo et puis au final, on comptera les points en fonction de ce que vous aurez réussi à recruter.
et comment vous aurez réussi à les agencer. Donc voilà, rien de très révolutionnaire, on va dire, en termes de thématique et également de mécanisme, mais bon, ça peut être assez sympa. Si vous êtes amateur de print and play, ou en tout cas que ce genre de format ne vous dérange pas, c'est un jeu qui s'accompagnera, sachez-le, de 12 extensions modulables. On pourra utiliser ou non ces extensions d'une partie à l'autre. Certainement d'autres extensions à venir dans le futur apparemment, c'est aussi l'un des avantages principaux de ce format print and play. Voilà, ça peut éventuellement vous intéresser si vous êtes amateur de ce genre de jeu. D'autant plus que qui dit print and play dit jeu généralement très abordable et sans frais de port, bien évidemment. On est sur du pledge à 4$, vous prenez pas vraiment de grands risques en backant ce projet. Donc 4$, pas de frais de port, vous recevrez en plus de ça, comme très souvent avec les print and play là encore, le jeu directement après la fin de la campagne, ce qui est quand même un gros plus également. Ça évite le gros temps d'attente qu'il peut y avoir parfois avec des retards de 6 mois, 1 an. Bref, pour l'instant, 144 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne, à peine 600€ d'engrangés, mais c'est souvent le cas sur les print and play, ça fait pas des énormes résultats non plus. Bon, après, pas de version française, mais vous le voyez, le texte est quasiment absent du jeu, il y a quelques mots par-ci par-là, mais ça devrait pas être vraiment une grosse barrière à mon avis. Bon, après, il faudra quand même se taper les règles en anglais, bien évidemment. Peut-être une bonne âme quelque part qui pourra faire une traduction en français, allez savoir. Y aura-t-il d'ailleurs dans la communauté des francophones, on a 2 contributeurs francophones ici, peut-être quelques-uns au Canada également, allez savoir. Quoi qu'il en soit, si vous êtes amateur de Roll and Write et que le print and play ne vous repousse pas, Brand New Zoo pourrait être intéressant pour vous éventuellement. 144 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne. On fait un petit tour maintenant du côté de GameFound avec la campagne de Blaze Ball, The Card Game. The Card Game, pourquoi cette notion de card game ici? Puisqu'apparemment, et je l'ignorais totalement, Blaze Ball est un jeu vidéo, on va dire, en tout cas un jeu jouable précédemment sur PC, et qui maintenant a trouvé son chemin sur un format de jeu de plateau, enfin de jeu de cartes plutôt, avec des dés également, qui est une sorte de dérivé du baseball, mais avec une thématique bien plus perchée, bien plus originale. On est à mi-chemin de plusieurs thématiques, on est sur un peu de la science-fiction, un petit peu de l'horrifique également, avec quelques dessins un petit peu presque gore, mais non, sans être trop descriptif non plus. Et ça m'a un petit peu surpris parce que, ne connaissant pas le jeu d'origine, arriver sur un projet après 2-3 jours avec déjà 30 000 livres et 1000 backers sur un projet que je n'attendais pas particulièrement, je suis un petit peu surpris du succès de cette campagne, mais il faut croire que la communauté était déjà relativement présente sur le jeu d'origine. Ça peut justifier ce succès assez conséquent, mine de rien, puisqu'on est déjà à 130% du financement à 12 jours de la fin de la campagne. C'est essentiellement pour 2 joueurs, c'est du face-à-face entre 2 équipes de baseball qui seront fournies avec des decks préconstruits, même s'il y aura aussi une variante avec du draft, de la construction de decks, et puis vous l'avez peut-être entreaperçu sur l'une des illustrations de campagne qui se trouvait, alors je vais essayer de retrouver ça tout de suite, qui serait ici, voilà, vous aurez, si vous participez à la campagne, 2 booster packs qui seront les mêmes pour tout le monde, ne vous inquiétez pas, c'est pas une sorte de jeu de collection, etc. Non, ce sera le même pack pour tout le monde, qui vous permettra d'aller enrichir un petit peu l'expérience, ajouter un petit peu de rejouabilité, de variabilité, pour pouvoir composer vos équipes. Donc parti pour 60 minutes, un peu moins potentiellement une fois que vous serez habitué au jeu et à ses règles, potentiellement donc entre 45 et 60 minutes la partie, pour 15 ans et plus, mais ça c'est essentiellement dû au fait que l'univers du jeu peut être un petit peu gore par endroit. Donc, je le disais tout à l'heure, ce sera essentiellement basé sur 2 équipes prédéfinies, même s'il y aura une variante avec du draft, donc en face à face, avec des pouvoirs asymétriques en fonction de la faction que vous choisirez, en fonction également des différents personnages qui, participeront à ce match pour l'une ou l'autre des 2 équipes. Vous aurez une équipe en orange, l'autre équipe en bleu, j'ai oublié les noms mais c'est pas très important en soi. Vous avez un petit aperçu ici de ce que ça pourrait avoir comme présence sur table, avec ici un playmat qui, celui-ci, attention, est en add-on, qui ne sera pas fourni avec le pledge de base. Vous voyez déjà d'ailleurs le pledge de base qui est assez peu cher, c'est très abordable, on est sur du 20 livres pour le pledge de base, soit environ 28 à 30€ j'imagine. Donc c'est quand même très peu cher. Si vous êtes amateur du jeu vidéo, dites-moi plus. Je ne connais vraiment rien de ce jeu, mais il a l'air d'être assez populaire, mine de rien.
20 livres, disais-je donc, pour le pledge de base avec ces deux petites extensions en booster pack qui, elles, seront payantes une fois que le jeu atteindra les boutiques, si tant est qu'elle atteigne les boutiques en France ou dans la sphère francophone en tout cas, c'est pas une garantie. Les textes par contre sont assez présents, hein. Si vous n'êtes pas vraiment ami avec la langue de Shakespeare, vous le voyez, hein, sur chacune des cartes on aura du texte en quantité assez conséquente, donc si vous n'êtes pas vraiment compétent en anglais, je vous recommande pas spécialement d'y aller. En add-on, on pourra également donc prendre le tapis de néoprène qu'on a vu un petit peu précédemment pour 15 livres. On aura aussi des ressources upgradées pour 12 livres, pas 12 dollars, pardon, excusez-moi, 12 livres qui seront des ressources en acrylique au lieu du carton. Ensuite, on aura des posters également pour les deux équipes disponibles dans le jeu pour 20 livres chacun. Ça fait quand même très très cher le poster. Bon, ça me semble être vraiment très dispensable. Quoi qu'il en soit, après on a tous les artistes qui ont participé, vous avez peut-être un petit aperçu ici des différentes cartes que l'on pourra avoir dans les deux équipes, avec ici les Auric All-Stars et ici les Canis Underdogs, donc les deux équipes avec des pouvoirs asymétriques, des personnages très différents les uns des autres, des actions assez particulières, et donc c'est un match de baseball avec ses compétences très particulières et des jets de dés pour aller décider du succès ou d'un échec de telle ou telle action, mais attention, tout n'est pas remis entre les mains du hasard, puisque certaines des cartes, beaucoup de cartes d'ailleurs, semblent être en mesure de pouvoir influencer les résultats de tel ou tel dé, donc il y aura apparemment pas mal de retournements de situation, une stratégie qui pourra être mise en place, mais qui pourra être réduite à néant potentiellement avec des gros game changers via les cartes, qui viendront un petit peu casser les règles du jeu lui-même. Donc ça peut être assez intéressant de ce point de vue-là. On a même ici un petit trigger warning comme on dit récemment, donc bon c'est un petit peu woke quelque part, hein, puisqu'on nous dit qu'attention il y aura des références à la mort, à la drogue, à l'alcool, un petit peu d'illustration sanguinolente on va dire, voire même de personnages coulants pas dans le sens fromage, hein, dans le sens coulant comme ici sur cette carte là hein, par exemple, hein. Bref, quoi qu'il en soit, des petits trigger warnings pour vous dire que attention, c'est parfois un petit peu graphique, c'est parfois un petit peu choquant pour certaines personnes, pour un public non averti. Quoi qu'il en soit, BlazBall fait un assez joli résultat sur GameFound avec plus de 1000 backers déjà, et il reste 12 jours avant la fin de la campagne. Les Parisiens de Monolith Games nous reviennent avec une troisième saison de Batman Gotham City Chronicles. Le succès est au rendez-vous comme on pouvait s'y attendre, même si je pensais personnellement qu'on allait chercher un petit peu plus haut pour cette nouvelle campagne qui, au-delà de nous apporter une saison 3 du jeu de plateau, qui en a déjà connu deux bien évidemment, s'accompagne cette fois-ci d'un RPG. Vous aurez donc un jeu de rôle dans l'univers de Batman. Donc pour tous les rôlistes qui suivent potentiellement la chaîne, ça peut être vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Malheureusement, je n'en fais pas partie, je suis pas du tout rôliste. Peut-être que je n'ai tout simplement pas eu la meilleure introduction possible dans le jeu de rôle, mais c'est vrai que la seule fois où j'ai essayé, c'était pas fantastique. Mais en tout cas, avec une thématique comme celle-ci, il est sûr et certain que bien des rôlistes vont se jeter dessus. Justement, on entre directement dans les niveaux de pledge avec le pledge Gordon, donc le commissaire Gordon, pour 55€, qui vous offrira donc le livre de base de l'univers de Batman Gotham City Chronicles. Attention, c'est juste le livre de base, hein. Donc c'est quand même assez conséquent, c'est un sacré prix, mais bon, vous voyez déjà l'épaisseur ici, c'est assez conséquent, et ce sera tout ce dont vous aurez besoin de toute façon pour commencer à créer vos personnages et à vous immerger dans le monde de Batman, avec donc ces combats très thématiques, ces choix cornéliens, cette morale dans cet univers très très sombre qu'est celui de Batman. Ensuite, on aura un pledge un peu plus conséquent à 149€. Donc on fait un bond assez significatif d'un seul coup pour aller chercher le pledge Batman Family. C'est la même chose, vous aurez donc le core book que vous avez ici, mais il s'accompagne cette fois du Gotham City Guide ici, ainsi que de Adventures Book, donc encore plus de matière pour enrichir plus encore vos épopées dans l'univers de Batman, et également j'imagine ce qui est un écran pour le maître de jeu, j'imagine, plus tous les stretch goals qui viendront derrière enrichir le jeu bien évidemment. C'est bien ça, c'est un game screen qu'on voyait ici. D'accord. Donc pour 149, c'est ça, 149€. Donc voilà, ça commence à coûter assez cher assez rapidement, mais on va pouvoir aller plus haut. 125€ ensuite pour le Board Game Core Boxes, pour avoir donc la saison 1, la saison 2, plus 166 miniatures. C'est quand même pas si cher que ça quand on y regarde bien, à moins que ce soit le prix à l'unité.
Two boards front back, revised rules and mission. Je suis pas sûr. Allez savoir, je n'ai pas été vérifier les prix des 2 premières campagnes. Est-ce que c'est les 2 cumulés ou est-ce que c'est juste à l'unité? Je pense que c'est les 2 cumulés pour le coup. En tout cas, 166 miniatures, plus les plateaux qui vont avec, les jetons, les dés, etc. C'est pas extraordinairement cher en soi. On est quand même sur du matos, très clairement. C'est un jeu assez riche. Ensuite, on continue donc pour le pledge suivant. 119 €, j'arrête pas de parler en dollars alors que c'est une compagnie française, donc euros, 119 € pour le All-in saison 3. Alors là, ça vient vous offrir la totalité en fait de ce que vous pouvez trouver dans le jeu de plateau uniquement, pas le RPG qu'on a mentionné plus tôt. Donc l'extension pas standalone, si je me trompe pas, il me semble qu'il faudra le jeu de base, au moins le set de base pour pouvoir y jouer. Donc le Gotham City in Flames, l'extension que vous voyez ici, ainsi qu'une extension New Eden, avec ici Poison Ivy en personnage principal, j'ai l'impression. Également le matériel nécessaire pour pouvoir jouer en solo, mais également en coop. Également The Bad Computer Files, qui est une autre extension. On aura également la miniature et une mini-extension pour Anarchy, un personnage supplémentaire, plus bien évidemment des stretch goals et également une miniature exclusive de Batman qui rit. Voilà, ça ressemble pas beaucoup à Batman, mais c'est peut-être une variante de Batman que je ne connais pas. Ensuite, on a un pledge à 250 € pour le pledge Riddler, donc l'homme mystère, pour avoir les 2 boîtes de base, plus le pledge Batman Family, donc l'ensemble du RPG, mais pas la saison 3, attention, pas la saison 3. Si vous voulez la saison 3, ce sera le pledge Mr. Freeze, 268 €. Ça pique un petit peu pour le total de la saison 3 avec les extensions stipulées précédemment, ainsi que le pledge Batman Family, donc tout ce qu'il vous faudra pour le RPG. Donc c'est un peu en gros le all-in de la campagne en cours, 268 € au lieu de 324. Bon, si vous êtes un gros fan de Batman, attention toutefois, dans ce pledge, vous n'aurez pas les saisons 1 et 2 de Batman. Donc ce sera éventuellement pour ceux qui ont déjà au moins le set de base. Ensuite, on va passer sur les stretch goals, puisqu'on verra plutôt ça dans le suivi du menu crowdfunding lorsque l'heure sera venue. Et du coup, on va juste aller voir rapidement les frais de port. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié pour le projet précédent de parler des frais de port. Bon, bref, c'est pas grave, on passera pour une fois, excusez-moi. On va aller voir peut-être rapidement les add-ons, puisqu'il y a des add-ons. 58 € pour l'extension Gotham City in Flames, donc uniquement celle-ci, sans les petites extensions parallèles. Ensuite, vous pouvez certainement aller piocher par-ci par-là, c'est le cas ici avec par exemple Bad Computer Files, l'extension à 25 €. Ensuite, l'extension à 13 € pour New Eden avec Poison Ivy. 32 € pour le mode solo coopératif, qui est compatible avec toutes les saisons. Donc ce qui est un gros plus pour ceux qui voudraient avoir un vrai mode solo bien solide sur les 2 premières saisons également. Et puis c'est à peu près tout en termes de add-on. Alors donc les frais de port, on va les voir tout de suite. Alors il y a de la masse d'informations, mais Belgique, France, Luxembourg, on est sur du 16 à 19, 20 à 25, 25, 32, 32, 39 en fonction de la taille du pledge que vous allez choisir. Pour le Canada, éventuellement pour nos amis québécois, c'est quasiment la même chose, c'est un petit peu plus cher lorsqu'on prend un pledge un peu plus conséquent. Et ensuite pour nous qui sommes au Japon, juste par curiosité, 25,29 jusqu'à 73,80, ça peut coûter assez cher. Attention aussi, la TVA sera ajoutée durant le Pledge Manager, comme c'est souvent le cas depuis quelques mois. Et ma foi, c'est à peu près tout pour la campagne de Batman, cette 3e saison de Gotham City, j'ai inversé le TH et le C, Gotham City Chronicles. 5854 contributeurs à 13 jours de la fin de la campagne, 830 000 € d'engrangés. Ils ont quand même bien fait parler la poudre, encore une fois, mais on pouvait forcément s'y attendre. De toute façon, la licence Batman fait toujours bien parler d'elle, et ça fait généralement des beaux succès. Par curiosité, on va aller voir les précédentes saisons de Batman pour voir ce que ça avait donné. Les 2 précédentes saisons, où était la première ici. 19 000 sur la première et 9 000 seulement sur la deuxième. Est-ce que la première avait potentiellement déçu un petit peu? Je ne saurais pas trop quoi vous dire, je n'ai pas pu jouer au jeu. Et en tout cas, la dernière, la 3e, actuellement est à 6 000 environ contributeurs, il reste 3 jours, je pense qu'on ira certainement chercher plus ou moins le même score que la 2e saison, à savoir entre 9 000 et 10 000.
peut-être un peu plus, on verra bien. En tout cas, c'est tout pour Batman et cette 3e saison de Gotham City Chronicles, avec cette fois-ci un RPG en plus. On enchaîne avec Castle Shire, qui avait recueilli pas mal de voix dans le sondage de la semaine, il faut bien l'avouer, à ma plus grande surprise, et on est visiblement devant ce qu'on appelle communément dans la communauté des ludistes francophones un Olni, un objet ludique non identifié, assez étrange. J'avoue que bon, en consultant uniquement la page et pas la règle, enfin les règles du jeu, je reste un petit peu, comment dit-on français, en anglais on dirait puzzled, circonspect. Je ne sais pas très bien quoi penser de Castle Shire, si ce n'est qu'il a l'air d'être un jeu unique qui peine à rencontrer son public. Vous étiez nombreux sur la chaîne à vouloir qu'on en parle en détail, et pourtant on est sur un pledge, enfin pas sur un pledge, mais sur une campagne qui se passe pas très bien en soi. 4610 € actuellement sur 7000 nécessaires, 102 contributeurs uniquement. Bon, il reste 6 jours avant la fin de la campagne, mais là, la première semaine s'apprête à se terminer. On va entrer dans le ventre mou de la campagne, là où les pledges se font beaucoup moins nombreux, jusqu'aux 2-3 derniers jours de la campagne en tout cas. Et pour l'instant, ça prend pas tellement. C'est un deuxième projet, c'est un deuxième projet de Cheap Sheep Games qui nous vient de Nouvelle-Zélande. C'est vrai que c'était une destination qu'on n'a pas l'habitude de voir sur Kickstarter, en tout cas dans l'univers du jeu de plateau. Castle Shire a une proposition assez intéressante, assez excentrique. On va ici construire un château. Bon, ça n'a pas grand chose d'excentrique ou d'original en soi. Le thème est assez commun, assez quelconque. Mais c'est un jeu qui se distingue par sa grande variabilité. On a beaucoup de modules, beaucoup d'extensions qui sont incluses dans le jeu, qu'on pourra aller utiliser ou non en fonction des joueurs autour de la table, en fonction du nombre de joueurs, en fonction éventuellement de la durée de la partie qu'on voudrait attribuer. Il y a pas mal de choses à voir, à aller creuser dans Castle Shire, qui est intéressant, qui a un look pas fantastique, c'est vrai que c'est pas très joli. Ça a ce petit look un petit peu enfantin qui pourrait éventuellement repousser les gamers un peu plus hardcore, qui voudraient du jeu un petit peu heavy, un petit peu lourd. Mais au final, c'est un jeu qui vraiment a l'air intriguant, qui est une expérience assez particulière, semble-t-il en tout cas. Pour 30 à 45 minutes, 12 ans et plus, 2 à 6 joueurs, mais avec un mode solo, qui apparemment s'installe très rapidement, et qui est donc possède 10 extensions déjà prêtes et incluses dans le jeu, dans le pledge de base, avec également une édition légendaire avec une boîte en bois magnifique, avec des inserts à l'intérieur qui sont très joliment réalisés. Le prix est pas délirant non plus. J'imagine que pas mal de joueurs pouvant s'intéresser au projet ont juste un petit peu de mal, et j'avoue en faire partie, un petit peu de mal à vraiment comprendre quelle est l'offre derrière la page en fait. C'est un petit peu difficile de voir vraiment où ils veulent nous emmener. C'est un jeu qui mélange différents mécanismes, dont du placement d'ouvriers, beaucoup de bluff également, un petit peu de memory. On va devoir mémoriser certaines cartes, certaines actions de nos adversaires pour pouvoir éventuellement les outrepasser. C'est intéressant sur le papier, il y a aussi cette côté un petit peu variabilité en fonction des joueurs autour de la table, ou en fonction de ce que l'on veut ajouter ou enlever d'une partie à l'autre, qui est vraiment pas inintéressant sur le papier, mais c'est juste un petit peu difficile de savoir où on va véritablement avec Castle Shire. Avec ce tapis qui n'est pas un playmat en néoprène, mais qui est un tapis en tissu, je préfère le dire maintenant avant d'oublier. Autre chose que je préfère dire maintenant avant d'oublier, la version française n'est pas encore disponible, mais elle fait partie des langues entre guillemets candidates pour une traduction potentielle en cas de succès, j'imagine, de la campagne. Donc pour l'instant, c'est loin d'être garanti. Mais vous le voyez, il y a quand même très peu de texte sur les cartes, sur le plateau également. Donc a priori, ça devrait être une traduction relativement facile à faire. Il y a juste éventuellement un petit peu de texte sur les cartes alliées, on va dire, qui vous permettront d'effectuer certaines actions qui vont, aller déséquilibrer, mais dans le bon sens du terme, le jeu avec des actions particulièrement puissantes. Et puis également traduire les règles et également les guild books, comme ils les appellent, qui seront en fait des ajouts que vous pourrez ajouter ou non d'ailleurs à votre partie, qui vous permettront d'aller intégrer un petit peu d'asymétrie à un jeu qui de base est symétrique, mais qui peut devenir asymétrique en fonction des rôles que vous pourrez attribuer à chacun des joueurs autour de la table. Si vous décidez de le faire, ce n'est pas une nécessité. Donc vraiment pas mal de variabilité, ça semble vraiment très intéressant.
Encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, cette édition légendaire avec cette boîte en bois, avec ses rangements vraiment très soignés, enfin ça a l'air vraiment très qualitatif. En plus, c'est réalisé, si je me souviens bien, directement en Nouvelle-Zélande, donc ce qui est un plus aussi. Voilà, je sais pas très bien quoi en penser, c'est pas un jeu que j'irais backer à mon avis, mais ça reste quelque chose de relativement intéressant, d'assez unique, en tout cas dans son apparence, de ce que ça peut vouloir présenter dans la page de la campagne. Euh, Au-delà de ça, je suis pas attiré outre mesure parce que ça nous présente en termes de visuel. Bon, on peut outrepasser le visuel assez facilement dès lors que le jeu est bon, mais sur Kickstarter, on est quand même sur un site, comme GameFound d'ailleurs, où on achète en partie avec nos yeux et visuellement c'est pas très très joli, même si l'extension légendaire l'est. Les extensions, voilà, on peut voir un petit peu rapidement ce qu'elles peuvent vous ajouter. Par exemple ici, le Resident Allies vous ajoutera un petit peu de stratégie, donc il y aura un petit peu moins de chance, mais plus de stratégie. Également des catch-up mécanismes, donc des mécanismes qui vous permettront, comment dirais-je, de rééquilibrer la partie et de ne pas avoir un joueur s'envoler beaucoup trop loin et avoir la partie terminée après 2 tours de jeu parce qu'on ne pourra pas juste le rattraper par exemple. On a le Having Rest qui vous permettra d'ajouter un petit peu de stratégie, mais également un mécanisme de gestion de ressources par exemple. Le Certified Chambers, pareil, ajout de stratégie, ajout de ressources, de gestion de ressources, pardon, et puis qui va ajouter un petit peu d'interaction entre les joueurs et ainsi de suite. Donc il y aura tout un tas de petites extensions que vous pourrez ajouter pour ajouter un petit peu plus de chance ou pour en enlever un petit peu, pour ajouter quelques petits mécanismes supplémentaires par exemple, et ainsi de suite. Donc assez intéressant sur le papier, beaucoup de variabilité, mais au-delà de ça, ça ne semble pas être en mesure d'attirer suffisamment de joueurs, ou en tout cas, ça peut les attirer, mais ça les laisse peut-être un petit peu songeurs quant aux mécaniques, etc. C'est vrai qu'il y a assez peu de vidéos de gameplay, et en plus de ça, c'est exclusivement en anglais pour l'instant, même si on a la promesse de d'autres langues, mais pour l'instant, le français n'est pas encore garanti. Et ensuite, on peut quand même aller voir rapidement les différents niveaux de pledge. On en a 2-3 dollars, mais là c'est plus pour du retailer ou pour un accès au pledge manager, on va dire. Le print and play pour 7 dollars néo-zélandais, donc 5 dollars américains. Et ensuite le premier pledge physique, donc pledge Castleshire pour 45 dollars néo-zélandais, je parle beaucoup trop vite, ou 30 dollars américains. 46 dollars américains pour le Beyond the Realm qui vient s'accompagner donc d'une extension supplémentaire, ou l'édition légendaire avec toutes les extensions disponibles dans le jeu également pour 76 dollars, mais c'est également un bien bel objet, il faut bien le dire. Ensuite, pour les add-ons avec les différentes extensions, enfin les améliorations de matériel, etc. Bref, c'est des petits trucs en plus comme ça. Et on va passer directement sur les frais de port qui sont un petit peu plus bas. Les voici, shipping. Donc pour l'Union Européenne, on est sur 14 € ou 33 si vous prenez l'édition légendaire. Pour les Canadiens, 14 à 35 dollars américains pour les frais de port. Pour nous qui sommes en Asie, 29 à 41. Bon, évidemment, un petit peu plus cher. La TVA, j'ai pas vu. Si, c'est ça. Le shipping et la TVA ne sont pas inclus dans le Kickstarter, donc il faudra ajouter ça dans le Pledge Manager a priori. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Castleshire. Projet intéressant, mais assez mystérieux, et j'imagine que c'est une des raisons qui fait que pour l'instant, le jeu ne rencontre pas vraiment son public, ou en tout cas ne rencontre pas le succès. On est encore assez loin du seuil de financement, ça peut encore se faire, mais au vu de ce que peut potentiellement offrir le jeu, je pense qu'il pourrait faire bien mieux, et donc j'aurais plutôt tendance à leur conseiller, même s'ils ne regarderont jamais cette vidéo, d'annuler la campagne, de revenir après avoir revu, fait une refonte visuelle et en termes de contenu également de la campagne pour que ce soit un peu plus explicite, disons. Voilà pour Castleshire, 102 contributeurs à 16 jours de la fin de la campagne. Il y a quelques mois, on avait déjà eu sur le menu crowdfunding un jeu qui traitait de la thématique des chiens, et des promenades également, si je me souviens bien d'ailleurs, mais j'ai oublié le titre, bref. Quoi qu'il en soit, c'est encore le cas ici avec Bark Avenue, qui vous emmène à New York, endosser le rôle de promeneur de chiens. Oui, vous allez promener les chiens de riches bourgeois. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, pour 12 ans et plus, et relativement court, puisqu'on est sur des parties de 15 minutes par joueur, attention, par joueur, donc potentiellement jusqu'à 75 minutes, multiplication. Donc 15 minutes par joueur, ce qui nous fait donc 1h15 pour 5 joueurs maximum, donc c'est relativement ramassé. C'est un jeu relativement bien produit, le matériel est plutôt classe pour ce qu'on peut attendre de ce genre de thématique.
Le jeu rencontre un petit succès d'estime, visiblement, hein, c'est un primo-porteur qui plus est, hein, Tear Dice Games, premier projet, pour un projet de New York, 530 contributeurs à l'heure actuelle, à 17 jours de la fin de la campagne, 33 000 euros d'engrangés. C'est un petit jeu compétitif dans lequel on va donc s'affronter dans les rues de New York pour aller promener différents chiens et essayer de les rendre le plus heureux possible avec des illustrations relativement soignées, y compris certaines illustrations qui proviennent d'animaux, comment dirais-je, hébergés par des associations de type SPA aux États-Unis à New York, donc c'est une sorte de bonnes œuvres. On verra ça aussi un petit peu plus bas dans les pledges. Quoi qu'il en soit. Donc vous allez incarner des promeneurs de chiens, vous aurez différents quartiers avec différentes couleurs également, il y aura un petit peu de cette collection a priori également, on va avoir un petit peu le how to play brièvement, mais bon ce sont quelques mécanismes assez communs, il va s'agir ici d'aller d'élaborer une route de promenade pour votre chien, sachant que chaque chien va avoir des goûts différents, il faudra le satisfaire autant que faire se peut. En cela, bon, la construction de route, l'élaboration de route, ça nous rapproche de jeux tels que, comment s'appelait-il déjà, ce jeu récemment sorti en français et en anglais, mais qui provient d'un jeu japonais qui s'intitulait Let's Make a Bus Route. Alors attendez, est-ce que je peux vous retrouver ça rapidement? C'était Get On Board, voilà, Get On Board, ça s'en rapproche un petit peu. Bref, on va donc jeter un dé, on va ensuite aller promener notre chien sur les différentes cases que l'on peut voir ici. Alors oui, vous avez vu une petite crotte, vous avez vu une petite merde de chien, vous allez voir, on va en reparler plus tard. Ensuite, on va donc aller promener notre chien dans les différents quartiers de New York en faisant en sorte de nous adapter à la vitesse du chien, parce que chaque chien a une vitesse de course, bien évidemment, hein, en fonction de la taille du chien, vous imaginez bien. Hein, ils ont pensé à tout. Hein. Ensuite, également, des actions de fin de tour. C'est pas du placement d'ouvriers, mais bon, c'est un choix d'actions parmi différentes actions disponibles. Vous pourrez ainsi accomplir différentes actions telles que vous les voyez autour du plateau, ici sur les plateaux individuels également. Ensuite, vous aurez une phase de upkeep, donc de entretien, dans laquelle vous pourrez aller vérifier combien de temps chaque chien a pu marcher dans sa promenade, parce que chaque chien aura aussi des durées de promenade qui lui sont attribuées, qui sont idéales pour tel ou tel chien, et puis donc il y aura tout un tas de facteurs à aller respecter, comme vous pouvez l'entrevoir ici sur les plateaux individuels. Ensuite, il y aura même des événements qui viendront modifier chaque tour de jeu, hein, qui viendront impacter le gameplay à chaque tour de jeu, ça c'est assez intéressant aussi. Puis un aspect compétitif également, puisque vous n'êtes pas le seul promeneur autour de la table bien évidemment, et il faudra un petit peu faire la course pour aller bien justement aller chercher les chiens que l'on veut promener, et ne pas laisser tel chien nous passer sous le nez pendant qu'un autre s'en occupe. Bref, c'est une thématique assez originale de ce point de vue-là, qui moi me vend pas du rêve, même si j'adore les chiens, mais j'ai pas spécialement envie d'incarner un promeneur de chiens, même si après l'élaboration de route, c'est pas une thématique, mais une mécanique que j'apprécie assez. On n'en a pas encore beaucoup parlé sur la chaîne, même si on l'a abordé une ou deux fois, mais ce fameux jeu récemment en version francophone, qui était donc Get on Board, c'est ça, Get on Board je crois, Let's Make a Bus Route en japonais, était très 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 sympa, donc je pourrais vraiment le tester avec plaisir ce jeu, pardon, excusez-moi, mais de là à aller le baquer, certainement pas. Les pledge levels, 49$ pour le jeu de base, l'édition Kickstarter de Bark Avenue, avec donc le jeu plus, alors je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait en parler, les Kickstarter Exclusive Squishy Poop Tokens. Et oui, vous avez des Poop Tokens qui sont squishy. Alors qu'est-ce que ça veut dire squishy? Eh bien ça veut dire que c'est un peu tendre au toucher. Vous aurez des tokens de merde de chien qui seront un petit peu comme les berries dans Everdell. Voilà, les baies dans Everdell, vous voyez, elles sont un peu squishy, elles sont un petit peu tendres au toucher. Et bien ce sera pareil pour les crottes de chien dans Bark Avenue. Et ça, si c'est pas une ressource dont on avait besoin, et on l'ignorait jusqu'à présent, mais bien évidemment, on en a tous envie maintenant d'avoir cette petite crotte de chien molle et tendre au toucher. Hein? Non, pas vous? Moi non plus, pas tellement en fait en réalité, mais au moins c'est marrant, c'est un petit gimmick, mais c'est marrant. Ensuite, pour 150$, bon, on fait un bond de 100$ d'un seul coup, mais c'est pour les bonnes œuvres. On va avoir l'occasion d'aller sponsoriser, comme disent les Anglais, un chien qui justement est peut-être encore hébergé par une association de type SPA aux États-Unis. Ensuite, 299$, là c'est carrément pour aller incorporer votre chien dans le jeu via une illustration. Vous envoyez une photo, ils feront une illustration de votre chien. Et c'est à peu près tout.
Quel type dans la boîte? Donc le plateau central, le plateau individuel de chacun des joueurs, 64, qu'est-ce que je dis? 64 cartes de chiens avec chacun leur petit nom, hein, la vitesse à laquelle ils marchent, la durée de promenade idéale, etc. Quel genre de logo il voudrait avoir sur sa course, hein, avec les différentes cartes que l'on voit ici. C'est pas inintéressant, je pense que c'est un jeu qui tient la route, visiblement, enfin tient la route sans vouloir faire de jeu de mots. Ensuite, on a également des cartes d'événements que j'ai mentionné tout à l'heure qui vont impacter un peu chaque tour, des meeples, des petits disques, etc. Les fameux Squishy Poop Tokens, des dés, etc. Bon, rien de très anormal, rien de très inhabituel. On a ici Board Game Co, la chaîne américaine qui nous dit que these little poop tokens are charming. Ces petits jetons squishy de crottes de chien sont absolument charmants. Et quelque part, je peux le comprendre, même si c'est quand même, il faut bien l'avouer, un petit peu ridicule. On va aller voir rapidement les frais de port pour Bark Avenue, qui se trouve ici. Voilà. Pour le Canada, 19 à 25 $. Pour l'Union Européenne, 19 à 25 $ également. Et pour nous, eh bien, vous le voyez, rien du tout. Visiblement, on n'est pas dans une zone livrable. On a l'Alaska, on a Hawaï, on a l'Australie, mais nous, on n'est pas dedans. Donc apparemment, pour les Asiatiques, c'est mort. Ensuite, la TVA, attention, elle sera ajoutée bien évidemment dans le Pledge Manager, comme c'est souvent le cas. Donc voilà, ma foi, pour Bark Avenue, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Thématique assez originale, succès relatif, mais succès quand même malgré tout. J'ai l'impression qu'on aura potentiellement des plateaux double épaisseur à terme, ça pourrait être assez sympa. Mais bon, au-delà de ça, c'est pas un jeu que je me vois backer, d'autant plus qu'il n'y a pas de version française. Bon, moi personnellement, ça me dérange pas spécialement, mais sachez-le quand même, si vous aimez particulièrement le thème, ce que je peux comprendre, j'adore les chiens, mais bon, la thématique me parle pas outre mesure pour autant. On va quand même voir rapidement s'il y a des francophones, hein, sait-on jamais. Canada, 39 contributeurs, mais ils ne sont pas forcément francophones pour autant. La France, vous êtes 4. Voilà, donc si vous êtes 4 et que quelque part il y en a au moins un qui regarde la chaîne, faites-nous part de vos premières impressions de pourquoi vous avez backé le jeu ou pourquoi il vous intéresse, mais vous n'avez pas encore franchi le pas d'aller backer. En tout cas, c'est le cas de 530 personnes qui ont d'ores et déjà backé Bark Avenue à 17 jours de la fin de la campagne. On continue avec 44 BCE ou 44 BC, Game of Strategy and Betrayal, donc en gros un jeu de stratégie et de trahison. Alors que vous le voyez peut-être, je suis en train de fondre, l'été japonais commence à peine, mais j'ai pas encore de climatisation dans cette chambre malheureusement, enfin ça doit être cette pièce plutôt que dans cette chambre d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, 44 BCE pour 2 à 5 joueurs, 30 minutes par joueur. 271 contributeurs seulement, ce qui m'étonne un petit peu. D'ailleurs, vous étiez assez nombreux là aussi pour voter pour 44 BCE, bon, que j'inclus finalement dans les mentions honorables plutôt que dans les gros projets, même si finalement c'est certainement un des projets les plus intéressants de la semaine à mon avis. Mais bon, vous le voyez, 271 contributeurs, bon, 26 000 €, donc c'est quand même financé, hein, avec le double de la somme nécessaire, en théorie en tout cas, requise pour le seuil de financement. Jeu de stratégie et de trahison, beaucoup de négociations avec toutes les actions qui sont cachées derrière un paravent, comme vous le voyez, enfin pas toutes les actions, mais une grande partie des actions cachées. Chaque joueur va incarner tour à tour une sorte d'empereur suite à la mort de Jules César. Et les autres joueurs vont chercher à le renverser, et celui qui réussira à conserver cette position au terme de la partie l'emportera. La campagne n'est pas très précise en termes de gameplay. On voit un petit peu tout ce que l'on pourra voir en termes de matériel, effectivement, avec les différents plateaux, les différents paravents, les différentes cartes que l'on pourra aller recruter, que ce soit dans une stratégie plutôt orientée sociale, une stratégie plutôt militaire ou même politique. On aura différents moyens d'aller atteindre ces fins, mais au-delà de ça, c'est vrai que le gameplay lui-même n'est pas tellement défini en détail au cours de la campagne. On va directement droit au but avec les niveaux de pledge. Par exemple, ici, on a le niveau de pledge de base à 59 $ pour The Equester, alors que vous entendez peut-être les enfants qui sont en train de jouer sous ma fenêtre encore une fois. Ils aiment bien jouer juste en dessous de ma fenêtre. Je sais pas pourquoi. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que vous les entendez pas trop. Ensuite, on a le pledge à 109 $ intitulé The Nobilis, qui vient cette fois-ci s'accompagner de miniatures et de pièces de métal, donc une upgrade, une amélioration purement matérielle qui n'apporte rien de spécial au jeu lui-même. Ensuite, à 539 $, on a aussi The Patrician, mais là encore une fois, c'est upgrade matériel, plus des fonds d'écran, etc. Bon, rien de très intéressant. Encore un pledge supplémentaire, mais là on est vraiment dans du mécénat pur, ça sert pas à grand chose pour être honnête.
Ensuite, quelques petits add-ons, rien de très particulier, et c'est à peu près tout. Là, on vous donne un petit peu d'aperçu du gameplay, mais c'est comment dirais-je, de l'écrit uniquement et pas de vidéo. Alors peut-être bientôt apparemment du coming soon ici, des playthroughs, donc des vidéos de gameplay peut-être à venir, mais pour l'instant le gameplay on s'en tient uniquement à de l'écrit et c'est vrai que c'est pas forcément très parlant. On va pouvoir faire un petit peu de construction, on va pouvoir aussi avoir de la production de ressources et donc de la gestion de ressources. On va recruter différents types de personnages, que ce soit pour, comme je le disais tout à l'heure, orienter plutôt sa stratégie vers du social ou vers du militaire par exemple. On pourra également aller défausser certaines ressources pour aller bénéficier de certains effets particuliers. On pourra également aussi, comment dirais-je, bénéficier ou subir aussi ce mécanisme qu'ils appellent le I am commit, le Imperium Maius, où vous êtes donc un peu le leader du tour, mais les autres joueurs vont tous se liguer contre vous pour vous mettre plus bas que terre, bien évidemment. On aura de la négociation, mais également qui dit négociation dira peut-être trahison, puisque vous n'êtes pas obligé de tenir vos promesses, hein, puisque comme on le dit, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, en gros. De la négociation, on aura des actions cachées, et ainsi de suite. Donc, bref, on nous donne quelques aperçus comme ça, mais il faudrait que ce soit un petit peu plus visuellement représentatif. Bon, voilà, pour l'instant c'est à peu près tout, et en plus, pas de version française. C'est un petit peu dommage parce que le jeu a l'air vraiment très intéressant, et en plus, visuellement, il présente assez bien. D'ailleurs, ceci dit, ce qu'il y a de plus parlant en termes de gameplay pour l'instant, c'est la vidéo de présentation de la campagne, mais elle est uniquement en anglais. Si vous êtes anglophone, regardez la vidéo, elle est plutôt très bien faite de ce point de vue-là. Pour le pledge, les pledges jusqu'au pledge Patrician, c'est du 18$ pour la France, pour le Canada 25 et pour nous 19 à 38, ça dépend du pays j'imagine. Si vous prenez le pledge empereur, donc avec un peu plus de matos, on est sur du 19 en France, ça fait une très très faible différence, 27 au Canada, et pour nous entre 20 et 40$, donc ça n'augmente pas grand chose en termes de frais de port. La TVA quant à elle sera ajoutée dans le backer kit, donc autrement dit dans le pledge manager. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour 44 BCE, même si j'aurais aimé pouvoir traiter un peu plus en profondeur le jeu. J'ai pas lu les règles en détail, la vidéo est assez bien réalisée, mais la campagne elle-même n'est pas forcément très très détaillée en termes d'illustration de gameplay. Mais au-delà de ça, ça reste un jeu qui a l'air très intéressant, si tant est qu'on aime tout cet aspect négociation, trahison, qui peut éventuellement mettre fin à une amitié. Mais bon, si on est dans un groupe de joueurs qui sait dans quoi il s'engage, ça peut être aussi une expérience assez intéressante sur le papier. Reste qu'il y a plusieurs jeux qui semblent proposer un petit peu ce genre d'expérience. Est-ce que dans ce genre de jeu, justement, 44 BCE trouve, réussit à tirer son épingle du jeu, à trouver quelque chose qui le démarque particulièrement de la concurrence? Là-dessus, je ne saurais pas vous dire. Voilà pour 44 BCE, 271 contributeurs à 19 jours de la fin de la campagne et déjà 26 000 € d'engrangés, même si je pensais qu'on irait chercher un petit peu plus haut malgré tout. On continue avec Hacktivity, jeu francophone qui nous vient de Montréal au Canada par le Québécois Stéphane Vachon, qui a, je crois, posté pas mal sur Facebook, notamment ces derniers mois, pour justement faire la promotion de Hacktivity. Bon, pour l'instant, c'est vrai qu'il souffre aussi pas mal de la concurrence de The Breach, donc de Ludus Magnus Studio, qui est arrivé en même temps avec une thématique assez similaire où on va donc incarner des hackers dans une société un petit peu futuriste à la limite du cyberpunk, d'ailleurs même pas à la limite mais vraiment dans du cyberpunk. Hacktivity pourtant fait quand même un score relativement honorable avec 320 contributeurs, 20 000 € d'engrangés pour l'instant, le jeu est financé à 19 jours de la fin de la campagne. La campagne est qui plus est disponible en français, il suffit de cliquer là-dessus pour aller sur la page en français, donc bien évidemment je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Le jeu n'a pas l'air inintéressant au demeurant, c'est un jeu qui est coopératif mais également jouable en solo pour 1 à 4 joueurs, 15 minutes par joueur, ce qui propose des expériences relativement ramassées, assez courtes, donc assez faciles à sortir théoriquement, avec une campagne narrative, des règles évolutives de scénario en scénario, et puis des paquets de cartes scellées que vous aurez à découvrir, donc ce petit aspect legacy. Voilà, vous pourrez aller découvrir ça par vous-même grâce à la campagne en français, à piocher des cartes de virus, tenter de paralyser les virus, activer vos habilités de personnage avec peut-être un petit peu d'asymétrie qui va se développer au fur et à mesure que la campagne elle-même se dévoile à vous. Ça a l'air d'être relativement intéressant sur le papier. Après, encore comme je le disais, qui dit primo-éditeur dit plus de difficultés pour amasser des backers, mais c'est pas si mal, 320 contributeurs en quelques jours à peine pour un primo-éditeur. Mais c'est vrai que The Breach par Ludus Magnus Studio qui arrive exactement la même semaine, ça pique un petit peu, c'est vrai.
On va rapidement aller voir quand même les niveaux de pledge, même si je vous laisse découvrir le jeu par lui-même, par vous-même via la page de la campagne en français, bien évidemment. Ce sera plus rapide pour tout le monde. Alors, les niveaux de pledge, je crois que j'ai sauté le premier pledge peut-être. Oui, c'est ici, la Basic Edition, l'édition de base, pour 49$ américains, donc relativement abordable. La direction artistique, on en pense ce qu'on voudra, c'est vrai que ça fait peut-être un tout petit peu amateur, bien loin de moi l'idée de dire que je ferais mieux. Non, je suis vraiment je suis un peintre, mais dans le contexte ça marche pas du tout. Je suis une brêle, voilà, disons-le de manière assez directe. Je suis très très mauvais en dessin, donc je ne ferai pas mieux, mais c'est vrai que visuellement, avec les standards actuels du monde ludique, on pourrait s'attendre un petit peu mieux, mais quelque part, ça fait le job, c'est clair, ça a l'air d'être assez net. De ce point de vue-là, on peut pas leur jeter la pierre, et c'est pas vilain non plus. C'est juste que c'est pas forcément tellement mon truc. Ensuite, on a une édition Advanced, donc une édition un petit peu deluxe, on va dire, pour 59$, potentiellement 54$ si vous faites partie des Early Birds, mais je suis pas sûr que le Early Bird soit encore disponible. On va aller voir ici, non, c'est déjà terminé. Oui, c'est terminé pour le Early Bird, donc ce sera 59$ américains pour avoir quelques petits ajouts, donc encore plus de personnages jouables, j'imagine, des ressources qui sont deluxifiées. Donc voilà, si vous êtes amateur du jeu et que vous voulez un petit peu enrichir votre expérience, ça peut être l'occasion de le faire. On a aussi la Complete Edition pour 74$, et ça vient ajouter encore plus de cartes, encore plus de rejouabilité, encore plus de deluxification avec ces petites boîtes de stockage des ressources par exemple. Et puis ma foi, c'est à peu près tout. Ensuite, on peut ajouter des petites extensions comme ici la Small Expansion Encrypted pour 14$, ou éventuellement une édition customisée avec votre personnage sur la boîte. Bon, là par contre, on va taper des prix assez conséquents, on est plus sur un pledge mécénat qu'autre chose. On va aller voir rapidement les frais de port, sans trop tarder. Les règles sont disponibles en français, peut-être même une version testable sur TTS ou truc comme ça, je sais pas. Si, sur Tabletop Simulator, vous pouvez tester le premier scénario. Là encore, une occasion de se faire la main pour éventuellement voir si le jeu pourrait vous intéresser et vous convaincre. Donc les frais de port, disais-je. Canada, on est sur des prix relativement abordables, bien évidemment, puisque c'est là que le jeu a été conçu, et c'est également là que vous pourrez aller chercher le jeu en pick-up, donc aller chercher directement le jeu en boutique. Donc c'est quasiment gratuit en termes de frais de port pour le Canada, si vous êtes de là-bas, évidemment, ou si vous habitez là-bas, tout simplement, c'est très intéressant. Pour l'Europe, ça l'est beaucoup moins. Très honnêtement, 26€ de frais de port pour un jeu au prix relativement abordable, ça fait quand même assez cher, mais bon, la situation du fret international fait qu'en ce moment, on peut difficilement y couper. Ceci dit, vous pouvez aussi faire des pledges groupés, ce qui vous permettra d'aller pour par exemple 6 personnes, avoir des frais de port à 120$. Est-ce que c'est tellement plus intéressant? Ça fait quand même 20€, pardon, pas dollars, 20€ de frais de port au lieu de 26, c'est pas tellement différent honnêtement. Pour un pledge groupé, on pourrait espérer quand même un petit peu mieux que ça. En-delà de ça, la TVA 20% qui sera certainement ajoutée, j'imagine, dans le Pledge Manager peut-être. Et pour le Rest of the World, donc par exemple nous typiquement, 47$ de frais de port, ça pique assez méchamment. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Hacktivity. Pas exactement tout ce que je pourrais vous dire, mais disons que comme la campagne est disponible en français ici, je préfère vous laisser découvrir et gagner un petit peu de temps, puisqu'on aura des gros projets à venir très rapidement. 320 contributeurs désormais sur Hacktivity à 19 jours de la fin de la campagne et 20 000€ d'engrangés pour l'instant. Petit passage très très rapide sur la campagne de Banania. Est-ce qu'on fait le jeu de mots? Il y a bon? Voilà, bon c'est fait, j'étais obligé. Quoique ça pourra évoquer éventuellement des souvenirs aux plus anciens d'entre nous, mais les plus jeunes peut-être pas. Bon après, apparemment les statistiques de la chaîne me font penser que vous êtes plus ou moins dans ma tranche d'âge ou celle de Xavier environ, donc ça devrait pouvoir passer. Banania, ça évoque bien sûr ce slogan célèbre « Yabon », même si je crois qu'il a disparu depuis, je crois, il me semble. Quoi qu'il en soit, on va pas passer 5 minutes là-dessus, puisque Banania ça va pas intéresser grand monde, pas de version française. Thématique douteuse, des chats bananes, il y a un petit peu de set collection, il y a un petit peu de drafting là-dedans, c'est très très mignon comme souvent avec les projets de Japanime Games, mais au-delà de ça, c'est pas terriblement intéressant, on n'est pas là pour bouffer des bananes, donc on va passer assez rapidement, ça met clairement pas la banane à 45 degrés si vous voyez ce que je veux dire. 474 contributeurs d'ores et déjà, à 19 jours de la fin de la campagne, 25 000€, c'est financé, Japanime Games trouve toujours son public, même si généralement c'est pas moi le cœur de cible très certainement. Quoi qu'il en soit, comme j'ai dit tout à l'heure, drafting,
Set Collection, animaux mignons ou pas, à vous de me dire. Quoi qu'il en soit, voilà pour Banania The Card Game. On va quand même rapidement par acquis de conscience voir le prix et les frais de port. On est sur du 15$ pour le jeu de base, 25 avec l'extension, 60 pour le all-in, en gros avec des petites cartes supplémentaires, des petites extensions de 19 ou 15 cartes, plus un petit pins. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Et puis les frais de port, où on est apparemment sur du 5, 5, 7, 10 pour le Canada, 8, 8, 12, 14 pour l'Europe. Et c'est à peu près tout, ma foi. La TVA ajoutée dans le Pledge Manager également. Et c'est tout pour Banania, j'ai vraiment pas envie de m'appesantir sur ce jeu. Mais bon, malgré tout, petit succès, hein, avec 24 000 € d'engrangés, 475 contributeurs, c'est pas rien pour Banania The Card Game. On enchaîne sur Dragon Wake, petit jeu de party, petit jeu d'ambiance pour 3 à 6 joueurs, si c'est ça, oui c'est bien ça, 3 à 6 joueurs pour 10 à 20 minutes la partie. Premier jeu de Oh No Games qui nous vient des États-Unis, 150 contributeurs. Pour l'instant, le projet, comme vous le voyez, n'est pas encore financé, mais il reste 26 jours avant la fin de la campagne. C'est typiquement un genre de jeu qui va financer, il reste quand même assez peu de, comment dirais-je, de marge pour aller justement chercher ce financement. C'est un petit jeu d'ambiance, hein, vraiment très classique, qui me rappelle un petit peu justement en termes de mécanique ce que peut proposer Time Bomb, qui avait connu un assez grand succès, qui était publié par Yellow, si je me souviens bien, en version francophone. Bon, rien de révolutionnaire, hein, rien de très nouveau sous le soleil. Vous allez incarner une des deux factions, ce sera soit un héros, soit un cultiste, et vous aurez des items que vous allez dévoiler tour après tour. Bon, rien de très nouveau là encore. 25$ pour le pledge de base avec une petite boîte aimantée assez sympatoche, de ce point de vue là c'est plutôt cool effectivement en termes de matériel. 35$ pour la Speedy Edition pour peut-être avoir une livraison plus rapide j'imagine. Oui apparemment ce sera la copie quasiment dès la fin de la campagne, donc livraison très rapide. 45 pour en avoir deux, puis après 50 pour avoir des cartes un petit peu holographiques, des petits items supplémentaires, upgrade matériel en gros, mais pas très très utile pour le gameplay on va dire. Hein. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire, on va juste rajouter par-dessus quand même les frais de port. Quoique même pas, parce que je les trouve pas, il me semblait les avoir vus plus tôt, mais peut-être que j'ai juste halluciné. Est-ce qu'on va peut-être faire un petit tour du côté ici de la barre? Alors Japon 15, France 15, Belgique, on est où pour la Belgique? On est aussi sur 15. Bon, comme d'habitude, je ne sais pas si c'est fiable, cette petite barre d'information ici. A priori, c'est peut-être ça. Bon, je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire de conneries. Je ne sais pas. Vous vérifierez éventuellement par vous-même. Peut-être dans la FAQ, on verra. Bref, quoi qu'il en soit, petit jeu d'ambiance qui paye pas de mine. 150 contributeurs, ça devrait pouvoir financer malgré tout, mais pas de version française au-delà de ça. Ceci dit, bon, apparemment, au-delà des règles, il n'y a pas de texte sur le matos. Donc ça devrait pouvoir passer si vous êtes amateur de ce genre de jeu. Ceci dit, petit jeu d'ambiance avec des rôles cachés. À partir de 3 joueurs, c'est pas forcément très très fréquent. Si vous êtes amateur, ça peut se tenter malgré tout. Voilà pour Dragon Wake, 7200€. Si vous êtes d'humeur tromperie du prix, ça peut être éventuellement pour vous. Mais bon, on n'est pas sur un jeu révolutionnaire très clairement. On arrive sur les gros projets de la semaine, il fallait bien qu'ils arrivent, les voici, les voilà. À commencer par The Breach, j'en parlais tout à l'heure, puisqu'en parlant de Hacktivity, je disais que The Breach avait peut-être un petit peu monopolisé l'univers cyberpunk pour cette semaine. Et donc, Ludus Magnus, le studio italien, revient avec son 11e projet Kickstarter. Peut-être pas celui qui fera le plus gros succès, à en croire le début de campagne, puisque vous le voyez, on est actuellement à 2673 contributeurs à 12 jours de la fin de la campagne. 365 000€, c'est quand même une très belle somme en si peu de temps. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on a eu quelques campagnes un peu plus conséquentes en provenance de Ludus Magnus. Black Rose Wars avait fait 8300 contributeurs. On avait aussi eu Dangerology, mais qui n'avait pas été un énorme succès, c'est vrai. DEI, qui avait été annulé, puis qui avait fait 2400, mais c'était pas un énorme projet non plus. Par contre, on avait aussi eu Rebirth, qui avait fait 9000, également Nova Aetas, 7000 contributeurs. Est-ce que The Breach ira chercher autant? Je pense pas, très honnêtement. Je doute qu'on franchisse les 6000 contributeurs sur cette campagne, ce qui serait quand même un très beau résultat malgré tout, hein, entendons-nous bien.
The Breach vous offrira une expérience dans une thématique de cyberpunk disponible en français, comme c'est toujours le cas de Ludus Magnus Studio. On a visiblement une très grosse boîte, comme c'est souvent le cas de Ludus Magnus Studio également. Un jeu assez riche pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, des parties de 60 à 90 minutes, potentiellement un petit peu plus court que par exemple Black Rose Wars qui avait tendance à prendre pas mal de temps, soyons honnêtes. On est dans un univers où une corporation dénommée ACAB a pris un pouvoir incommensurable après s'être développée à une vitesse assez incroyable grâce à la technologie. Et bien sûr, ils sont tellement développés qu'ils sont sur le point d'établir une sorte de semi-dictature. Et vous êtes des breachers, donc des sortes de résistants de cette nouvelle ère. Vous allez en fait tout simplement essayer d'entrer dans la base de données de ACAB Corporation en tant que hacker en fait finalement pour aller mettre à mal les projets de cette corporation purement evil, comment dit-on en français déjà, malfaisante on va dire. Et c'est une campagne et également un jeu qui est disséminé de petites évocations de la pop culture. Là, par exemple, on a très typiquement un Morpheus avec cette petite pilule rouge qui vient donc évoquer Matrix. On aura d'autres petites mentions comme ça un petit peu de la pop culture. On a eu donc du Matrix, on aura également du League of Legends un peu plus bas et d'autres encore. Le jeu est donc disponible en français, je le disais tout à l'heure, c'est un jeu compétitif, un petit net crawler, donc pas un dungeon crawler mais un net crawler compétitif pour 1 à 4 joueurs, 25 minutes par joueur environ. Et donc vous serez dans la Genesis, la base de données de cette corporation de ACAB apparemment. On aura comme toujours avec Ludus Magnus des miniatures à tomber par terre, elles sont très très belles, très joliment réalisées. Je ne sais pas si elles viendront pré-peintes, parce qu'on on a l'impression qu'on a une partie seulement qui sera pré-peinte. Je ne sais pas si ce sera le cas véritablement, mais c'est vrai que ça donne j'ai un petit plus visuel assez agréable à l'œil, il faut bien dire. Vous aurez à cœur d'incarner différents breachers, donc différents résistants hackers. Vous aurez donc pour charge d'aller justement entrer dans le système, dans la base de données de ACAB, qui cherchera bien évidemment à vous mettre des bâtons dans les roues en vous envoyant différents robots. Vous aurez vos propres avatars qui seront évidemment asymétriques. Chacun des avatars disponibles bénéficiera de certains effets différents de l'un à l'autre, mais en face de vous se dresseront par exemple des ICE, des robots à la solde de ACAB qui viendront vous mettre des bâtons dans les roues et mettre fin potentiellement à vos jours prématurément. Donc différentes miniatures vraiment très très soignées. On aura bien évidemment un matériel toujours aussi classe du côté de chez Ludus Magnus, avec les plateaux individuels que vous apercevez ici, des cartes toujours aussi soignées avec une direction artistique aux petits oignons. Tous les composants que vous pouvez apercevoir ici, donc les plateaux individuels, des cubes de code, des cubes d'upgrade également, parce que vous pourrez faire progresser votre personnage au fur et à mesure de la partie. Des personnages qui seront déjà de toute façon asymétriques en début de partie. Ensuite, on aura des cartes de malware, donc de virus que vous pourrez essayer d'implanter dans la base de données de ACAB. Des cartes de base de données justement avec des cartes d'objectifs, 12 cartes d'objectifs. Tout un tas de pièces, ils appellent ça des rooms, donc avec des plateaux modulables, comme c'est souvent le cas des jeux chez Ludus Magnus. On aura des parties très différentes les unes des autres parce que justement les plateaux centraux seront différents d'une partie à l'autre, avec des salles qui vous permettront de faire certaines actions et pas d'autres, et ainsi de suite, bien évidemment, des cartes de récompense, etc. On aura bien évidemment tout un tas de tokens qui serviront à tout un tas de choses, tels que les virus, les partages d'informations, des tokens de recherche, et ainsi de suite. Ensuite, on aura une boîte supplémentaire qui s'intitulera Prometheus, qui viendra ajouter encore plus de gameplay avec cette énorme miniature qu'on a vue précédemment, mais également de nouveaux avatars, je crois, un nouvel avatar, Nero, que vous voyez ici, qui encore une fois bénéficie d'une miniature à couper le souffle, une nouvelle pièce, de nouveaux tokens, un dé d'anomalie également. Ensuite, on a cette fameuse extension qui, je vous le disais tout à l'heure, est inspirée très clairement par League of Legends. Si vous n'avez pas vu la série animée de League of Legends sur Netflix, courez la voir, elle est géniale, vraiment elle est géniale. Je ne suis pas un grand amateur de Netflix de manière générale, même s'il y a certains trucs assez sympas et ça me permet de regarder des trucs en japonais avec ma femme avec des sous-titres, donc c'est quand même assez intéressant. Bref, je parle de ma vie, on s'en fout complètement, mais quoi qu'il en soit, la série de League of Legends était absolument géniale et je ne connaissais absolument pas cet univers et pourtant c'était quand même excellent. Sister et Blinks, donc les deux personnages qui sont vraiment très fortement inspirés de deux personnages de League of Legends.
Bon voilà, c'est juste un petit clin d'œil à cet univers qui vous permet aussi d'aller donc avoir 2 avatars supplémentaires, donc Blinks au lieu de Jinx dans la série, et Sister. J'ai oublié le prénom du personnage dans League of Legends, mais bref, quoi qu'il en soit, 2 nouveaux avatars, donc ça de plus en termes de rejouabilité, de variabilité également. Une autre extension, celle-ci intitulée Kabuki Nights, donc un petit peu japonisante, avec Gura et Kusari, donc un pseudo samouraï des temps modernes, et Kusari qui est fait un peu plus ninja, disons, avec donc 2 nouveaux avatars, avec leur personnalité, leur spécificité bien évidemment, 4 nouvelles pièces également, des cartes de récompenses supplémentaires, des tokens de virus supplémentaires. Donc bref, vous avez vu différentes extensions qui pourront être ajoutées au jeu de base. Le jeu de base, justement, le voici à 119€, c'est directement assez conséquent en termes de prix, bien évidemment. Mais bon, on avait l'habitude, Ludus Magnus, c'est généralement des grosses boîtes, c'est généralement des grosses figurines, il y a du kilo plastique, et du coup, bien évidemment, ça fait quelque chose d'assez chéro, bien évidemment. Ça ne change pas ici avec The Breach. 119€ pour le pledge de base, 159€ si vous ajoutez l'extension ici Prometheus pour le Titan Pledge. Si vous êtes gérant d'un magasin, vous avez le Retail Pledge pour 859€, mais je doute que ça intéresse beaucoup de monde. Et au-delà de ça, la petite extension avec les 2 sœurs, justement, on la verra plus bas, mais visiblement, elle n'a pas de pledge dédié. Il faudra l'ajouter en add-on. Le gameplay, on regarde très rapidement, vous avez vos player interface, donc vos plateaux individuels qui seront différents pour chacun des personnages avec votre carte d'avatar et votre carte de Breacher qui viendra s'incorporer sur votre plateau individuel. Vous aurez des objectifs pour chacune des parties, pour chacun des joueurs également. Vous devrez aller notamment voler des informations qui seront présentes sur les cartes d'objectifs que vous aurez sur votre plateau individuel par exemple. Vous aurez également des firewalls, donc des antivirus en gros qui seront là pour vous mettre des bâtons dans les roues et que vous devrez essayer de vaincre tout simplement. Vous aurez des skills, donc des compétences qui seront propres à chacun de vos personnages, donc cette dimension asymétrique. De toute façon, pour le reste des règles, de manière plus précise, vous pourrez aller télécharger le livret de règles, ici disponible en anglais uniquement, j'imagine. Vous pourrez certainement aussi aller tester le jeu, de toute façon, je pense sur TTS ou sur Tabletopia, l'un des deux. Quoi qu'il en soit, continuons, les Social Stress Goals, pareil, on passera plutôt dans le suivi du menu crowdfunding pour en apprendre plus. Les Mastro Payo Shop, ce sont en fait les add-ons de la campagne. Donc vous pouvez ajouter l'extension coopérative, celle-ci Prometheus. C'est vrai que je ne l'avais pas encore mentionné, mais l'extension Prometheus vous offre l'opportunité d'y jouer en coop pour 49€. Ou alors le pledge Prometheus, on l'a vu tout à l'heure, le Titan Pledge. Également donc le Sister et Blinks qui est une Early Bird Expansion, vous pourrez aussi l'obtenir si vous payez 15€ et que vous avez raté le Early Bird, c'est pas un problème en soi, sauf qu'il faudra la payer en fait tout simplement. Et l'extension Kabuki Nights qui vous permet d'aller ajouter aussi du matériel suffisant pour jouer jusqu'à 5 ou 6 joueurs. Celle-ci vous coûtera 29€ de plus. Et c'est à peu près tout, ma foi, on peut aller voir directement les frais de port. Il me semble que dans le tas, il y avait une vidéo en français. Oui, ici, voilà, c'est la chaîne de Ludovox qui vous propose un petit extrait, un petit aperçu de ce que peut vous proposer The Breach en 8 minutes. Donc voilà, si vous avez 8 minutes pour éventuellement vous pencher un petit peu plus en détail sur The Breach, c'est l'opportunité de faire en français qui plus est. Ensuite, regardons rapidement les frais de port sans trop passer de temps sur la galerie des artworks, etc. Ils sont ici. Alors bon, attention, grosse boîte, kilo plastique, forcément les frais de port vont être assez chéraux. Et vous le voyez ici, les pays de l'Union Européenne vont prendre cher avec du 36€. Ceci dit, attention, projet européen égale TVA incluse, en règle générale en tout cas. C'est le cas en tout cas ici pour The Breach, donc pas de TVA, par contre des frais de port salés. Ça commence à piquer assez fortement au niveau de la membrane, si vous voyez ce que je veux dire. Le Canada, on est sur du 45€ de frais de port, et ensuite, pour nous qui sommes au Japon, c'est du 39. Après, est-ce qu'il y a d'autres pays ici dans la francophonie? Bon, le Canada 45, je l'ai déjà cité, et je crois que c'est à peu près tout pour le coup. Et voilà pour The Breach, gros projet de la semaine, certes, mais pas le plus gros succès a priori pour Ludus Magnus Studio, même si ça devrait certainement aller chercher les 5000 contributeurs, peut-être même 6000. Ça resterait un assez joli succès à mon avis, mais c'est vrai qu'on aurait pu estimer en voir un petit peu plus. Mais ceci dit, c'est vrai que le pledge est très très cher, les frais de port aussi, ça refroidit peut-être certaines personnes, et à raison certainement.
On continue avec Arx, le nouveau jeu de Cole Wehrle, le nouveau jeu également de Letter Games, à qui on doit notamment Root, mais également Oath et tas d'autres jeux. 9 projets déjà pour Letter Games, y compris principalement d'ailleurs des jeux de Cole Wehrle. C'est un peu l'auteur maison avec Trove, avec Vast, avec Root beaucoup de fois d'ailleurs, mais également avec Oath plus récemment qui avait fait 13 000 contributeurs et qui avait dépassé le million de dollars si je me souviens bien d'ailleurs, 1 117 000 c'est ça. Est-ce que Arx va aller taper ce même genre de score? Certainement. On est déjà à 8 989 contributeurs à 17 jours de la fin de la campagne, 877 000 euros d'engrangés. Autant dire qu'ils font parler. Autant dire qu'ils font parler la poudre assez sévèrement. C'est un gros projet, il faut bien le dire, mais j'avoue que moi, ça me laisse un petit peu froid, bizarrement. J'aime beaucoup Root, on n'a pas encore testé, c'est la honte, on n'a pas encore testé Oath, parce qu'on voudrait terminer notre précédent jeu Legacy avant de se mettre dedans, alors que c'est pas vraiment un jeu Legacy Oath, mais bon, c'est... je sais pas, une idée préconçue qu'on s'est mis en tête. Quoi qu'il en soit, Arx m'attire bien moins parce que, je sais pas, visuellement, c'est pourtant toujours Kyle Ferrin derrière aux illustrations. Je sais pas, je trouve ça assez marronasse, je trouve pas ça joli, ça m'attire pas du tout. Et en plus de ça, il y a une des mécaniques centrales à Arx qui se base sur du trick-taking, donc du jeu de pli, et c'est pas vraiment mon truc, même si connaissant Cole Wehrle et ses jeux, ça sera certainement utilisé d'une manière qui le rendra particulièrement intéressant, même pour moi qui ne suis pas un grand amateur. Mais vraiment, visuellement, je suis un petit peu déçu par la proposition de Arx. C'est assez uniforme, c'est assez quelconque, ça laisse pas un souvenir impérissable visuellement parlant, et c'est quand même très marronasse. Quoi qu'il en soit, Arx est un jeu pour 3-4 joueurs, là aussi, plutôt un point faible de mon point de vue. Même pas de mode 2 joueurs, peut-être un mode solo à venir, je ne sais pas. Mais 3-4 joueurs, c'est pas forcément pour nous, en tout cas dans notre groupe de joueurs, un nombre de joueurs qu'on peut réunir assez facilement. Une fois tous les 2-3 mois environ. 14 ans et plus, 60 à 120 minutes la partie. On est encore une fois sur un jeu avec une campagne qui va se dévoiler au fur et à mesure des parties. Un petit peu à la façon de Oath, même si je crois que c'est pas un Legacy, un petit peu d'ailleurs comme Oath là aussi. Avec un pledge relativement abordable, pour le pledge de base en tout cas. Pour 60 $, on a le pledge de base. Après, attention, si vous voulez le pledge de base, autant attendre la sortie en boutique qui aura de toute façon une version francophone parce que tous les jeux de Letter Games sont produits ensuite en version francophone, généralement par Matago, donc j'imagine que ce sera la même chose pour Arx. Mais c'est vrai que si vous voulez le pledge de base, autant attendre la sortie en magasin, ce sera plus intéressant, vous n'aurez pas de frais de port, même si ici on vous dit que ça coûtera 85 $, les frais de port, la TVA sera ajoutée de façon sur ce pledge là, donc finalement ce sera certainement un petit peu moins cher. Par contre, le pledge de 100 $ est un peu plus intéressant. Celui-ci vous offrira l'opportunité de vous plonger dans la campagne Blighted Reach, donc une extension en campagne, avec 8 campagnes avec des embranchements variés en fonction de vos choix, des résultats de telle ou telle partie, qui vous offrira également un vaste panel de 6 galaxies différentes avec plusieurs centaines de nouvelles cartes, et puis également une solution de rangement, de stockage pour votre jeu un peu plus conséquent que le jeu d'origine. Ensuite, on a un pledge à 150 $ et celui-ci vient vous offrir l'opportunité de mettre la main sur de la deluxification à foison avec ce Miniatures Pack. Donc tous les vaisseaux que vous avez précédemment vus ici, ou tous les petits meeples que vous avez vus ici en bois, seront remplacés par des miniatures en plastique. Et là, c'est plutôt joli, il faut bien le dire, 84 miniatures présentes dans ce petit pack de miniatures. Mais ceci dit, ça fait gonfler la somme de manière assez conséquente, puisqu'on est sur un pledge à 150 $, au-delà des 60 d'origine. Par contre, attention, il inclut également l'extension, ici Blighted Reach, donc quand même, il faut prendre ça en compte. Donc en gros, c'est du 100 $ plus 50 pour l'extension, enfin le pack de miniatures. Et c'est à peu près tout, ma foi, pour les extensions. Ensuite, on vous présente un petit peu rapidement le gameplay, et c'est là qu'entre jeu le trick-taking, donc le jeu de pli. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez fou ce que fait Cole Wehrle avec chacun de ses jeux. Il vient mélanger différents mécanismes les uns avec les autres, et généralement pour qu'ils s'imbriquent de manière assez équilibrée, il faut bien le dire. Parfois
on lit certaines critiques, ou on entend certaines critiques vis-à-vis de l'équilibrage notamment de Root. Je n'ai pas essayé les extensions de Root, mais en tout cas sur les extensions, les factions de base, moi ça me semblait plutôt bien équilibré. Et il vient toujours incorporer des nouveaux mécanismes dans ces jeux, mécanismes qu'on n'aurait pas forcément imaginé voir dans de tels jeux. Et ici par exemple, c'est le cas du jeu de pli. Voir un jeu de pli dans un jeu narratif, très poussé avec différents embranchements, différents scénarios qui viennent vraiment se mêler les uns aux autres, avec en plus une sorte de contrôle de territoire, une sorte de bataille également, un peu à la Root justement, avec des dés qui décideront des batailles. Ça a l'air d'être particulièrement intéressant, et puis cette campagne innovante qui vient reprendre en partie ce que l'on avait pu entrevoir sur Oath, mais le tout un petit peu peaufiné, un petit peu amélioré j'imagine. Donc un jeu très intéressant de fait parce que Cole Wehrle, parce que Carl Ferrin, parce que Leder Games, donc forcément c'est super intéressant. Vous aurez différents objectifs à compléter qui ne seront pas les mêmes d'une partie à l'autre, qui viendront bien évidemment impacter les parties suivantes, un petit peu à la façon de Oath, mais dans un univers tout à fait différent. C'est forcément hyper intéressant. Au-delà de ça, vous pouvez déjà le tester sur Tabletop Simulator, mais également apparemment sur Tabletop Playground, que je ne connais pas pour le coup. Mais bon, c'est l'occasion d'aller tester le jeu éventuellement, même si pour l'instant il n'y a pas de version en français. De toute façon, la campagne est uniquement pour le jeu en anglais, je crois en tout cas, si je me souviens bien, avoir lu la FAQ. On peut juste aller peut-être vérifier rapidement. Voilà, ici... Not for the first printing. Voilà, donc pour la première production du jeu, ce sera uniquement en anglais, mais vous aurez certainement droit à une version française à terme, certainement par Matago, j'imagine. Ensuite, pour le shipping, la TVA sera ajoutée dans le Pledge Manager pour tous les backers européens, comme c'est souvent le cas récemment. Et ensuite, pour ce qui est des estimations du shipping, il faut cliquer ici pour aller voir un petit peu ce que ça pourrait donner en termes de frais de port. Pour la zone Europe, 1, où est la Belgique par exemple, je cherche la France est dans le 2. La France est pour le 2, donc 16 $, 12 pour la Belgique, le Luxembourg, je sais pas, vous checkerez, j'ai pas vu, oui c'est dans la zone 2 apparemment, donc 16 aussi. Pour le Canada c'est du 32, ça pique méchamment sa maman. Par contre, vous pouvez aussi accéder à des pledges groupés, puisque vous le voyez ici, on a un coût additionnel pour chaque copie jusqu'à 5 copies maximum. C'est l'occasion de faire les pledges groupés, puisque par exemple pour la zone Europe, c'est 5 $ par copie supplémentaire. Donc ça permet d'avoir des frais de port bien réduits et ça rend le pledge bien plus intéressant, bien évidemment. De ce point de vue-là, si vous pouvez le faire, jetez-vous sur cette opportunité. Et nous, au Japon, on est sur du 35 $ de frais de port et 20 par copie additionnelle. Ça fait un petit peu chéro les frais de port, mais bon. On a l'habitude de là où nous sommes. Quoi qu'il en soit, c'est à peu près tout pour Arx. J'entre pas dans les détails non plus du gameplay, ça prendrait trop de temps. Mais vous pouvez bien évidemment vous en douter, Arx est forcément un projet très intéressant, comme souvent avec les jeux de Cole Wehrle. Donc voilà, en tout cas, ils nous font encore une fois parler la poudre avec près de 9000 contributeurs en 3-4 jours à peine. Presque le million d'euros déjà engrangés. Ça va les dépasser, ça va certainement dépasser Oath, même si moi la thématique m'attire moins. Et puis aussi, j'avoue, ma déception renouvelée vis-à-vis de l'aspect purement visuel, la direction artistique qui me convainc pas du tout. Mais bon, c'est peut-être seulement moi. En tout cas, Arx connaît un énorme succès, comme c'était prévisible. 900 000 € déjà presque d'engrangés, près de 9000 contributeurs, ça les aura certainement dépassés lorsque vous verrez cette vidéo. Et on termine cette édition du menu crowdfunding avec un détour sur GameFound et le plus gros projet de la semaine, il faut bien l'avouer, il nous vient de Awaken Realms. C'est le premier, peut-être d'une longue série, j'imagine, de partenariat entre GameFound et donc Awaken Realms et Ravensburger. Ravensburger, si vous n'avez pas suivi l'actualité des 6-7 derniers mois du crowdfunding, en gros du financement participatif, GameFound a tissé a noué un partenariat avec l'énorme éditeur Ravensburger, et du coup, ils se sont lancés dans cette aventure de renouveler, d'aller reformater visuellement des grands classiques de l'industrie ludique. Et ici, c'est le cas avec les châteaux de Bourgogne, Castles of Burgundy, refonte visuelle totale, édition spéciale Awaken Realms.
Évidemment, on a le droit à un succès énorme, comme c'était forcément prévisible avec Awakened Realms, plus un grand nom du jeu de société. Les Châteaux de Bourgogne, c'est quand même dans les 10 ou 15 meilleurs jeux d'après le classement BGG. Et ça, plus un matériel soigné, parce que soyons honnêtes, l'édition de base, le jeu d'origine est pas visuellement fascinant. Et là, on est sur une édition vraiment, vraiment deluxifiée. Pour le reste, c'est du Château de Bourgogne, je vais rien vous apprendre concernant le jeu, vous aurez des milliers de vidéos disponibles sur le jeu sur YouTube, mais cette édition est particulièrement jolie, très très soignée comme on pouvait s'y attendre, et les backers sont présents, ils sont au rendez-vous, et pourtant on pouvait se poser légitimement la question, est-ce que les backers allaient venir en masse sur un jeu qui a déjà 15-20 ans derrière lui, qui ne va pas ajouter grand chose, même s'il y a une extension exclusive à la campagne qui n'était pas existante jusqu'à présent. Donc quand même, il y a ce petit ajout de gameplay. Mais au-delà de ça, est-ce que les gens allaient se masser sur cette campagne bien plus chère que le jeu d'origine, seulement parce que visuellement cette fois-ci, il va claquer, parce qu'il y aura des pièces en métal, parce qu'il y aura des miniatures de châteaux purement inutiles en termes de gameplay, mais qui viennent ajouter ce wow effect, et parce que tout simplement le jeu d'origine n'était pas très joli et que celui-ci va le devenir. Alors après, visuellement, c'est pas non plus une révolution, mais quand même, c'est bien plus classieux, il faut bien l'avouer, c'est devenu quand même joli. Et au-delà de ça, on est sur un jeu du top BGG, c'est de la grande qualité, c'est un des jeux les plus connus de Stefan Feld, l'un des plus grands auteurs de jeux de société de ces 15-20 dernières années. Jeu qui aura en plus de ça un mode solo, c'est du compétitif généralement avec des pouvoirs asymétriques. On est sur de la gestion de ressources. Je vais rien vous apprendre encore une fois, on va juste passer assez rapidement ça en revue. Sachez quand même que vous avez une version française qui sera disponible pendant la campagne, bien évidemment. Vous avez un petit aperçu un petit peu de ces nouveautés, y compris ici l'extension Vineyards, donc les vergers, qui est cette fameuse extension exclusive à la campagne GameFound, donc une extension qui n'existait pas au préalable, conçue par Monsieur Stefan Feld lui-même. Donc c'est la nouveauté de cette campagne, en plus bien évidemment de la refonte visuelle, ça va de soi. Le plateau individuel, on aura du double épaisseur, on aura aussi une sorte de petit insert plastique qui viendra s'imposer sur le plateau individuel pour aller, séparer les différentes tuiles qu'on aura à apposer par-dessus. On aura également des tuiles revues avec une refonte visuelle magnifique, avec un petit sachet pour contenir les tuiles en question. C'est visuellement très joli bien évidemment, mais ça va coûter cher. Ça va coûter cher, vous le voyez ici avec la Special Edition, c'est l'édition mise en avant durant la campagne. C'est pas la première, la première c'est la Classic Pledge pour 85€. Ça reste encore de l'ordre de l'abordable, c'est pas non plus trop pété, d'autant plus qu'il y a quand même toutes les extensions incluses dans le jeu, donc ça se tient, très honnêtement ça se tient, c'est pas si cher que ça quand on se dit qu'il y a toutes les extensions qui sont dedans également, mais quand même 85$ malgré tout. 95 si vous ajoutez la Special Edition qui cette fois-ci vient ajouter les miniatures de château que l'on voit ici. C'est très beau, après c'est vrai qu'on peut quand même se poser aussi la question, c'est même pas une question, c'est juste une remarque, la Bourgogne est-elle aussi vallonnée ? Réponse, non. Il n'y a pas de montagne aussi conséquente en Bourgogne. Les châteaux de Bourgogne n'ont pas tellement cette allure-là non plus, pour être honnête. Mais bon, visuellement, ça claque, il faut être honnête. Ensuite, on a aussi un pledge royal avec, bien sûr, les châteaux, mais cette fois-ci avec le Sun Drop, donc cet petit effet un petit peu d'ombrage sur les châteaux. Et c'est vrai que c'est classe, c'est quand même beaucoup plus joli. On aura également des pièces en métal, on aura des tuiles en acrylique, donc upgrade matériel assez conséquente. Et puis on aura également le plateau central qui sera en tapis de néoprène plutôt qu'en carton. Donc voilà, c'est vraiment un pledge, upgrade matériel, en veux-tu, en voilà. Mais attention, t'en auras pour ton argent bien évidemment. Les stretch goals, eux, ils seront dévoilés au fur et à mesure. C'est pas vraiment des stretch goals, c'est tous les 2 ou 3 jours apparemment. On dévoilera du contenu supplémentaire. C'était le cas le premier jour avec l'extension Vineyards, donc les vergers, avec cette extension, cette vraie extension exclusive à cette campagne. Plus ensuite, le jour 3, on avait des tuiles supplémentaires avec ce petit sachet pour les contenir. Le jour 5, on aura encore de nouveaux ajouts, le jour 7, le jour 9 et ainsi de suite.
Et c'est à peu près tout. Pour le reste, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous pourrez aller voir un petit peu la campagne, ce que ça présente, c'est très très joli. Vous avez ici ce petit insert plastique transparent sur le plateau individuel. Tous ces petits ajouts visuels, cette petite refonte graphique. Attention, ici le plateau n'est pas définitif, hein. L'artwork n'est pas très joli ici, mais c'est un work in progress. Ça va être amené à changer assez radicalement. Donc soyez rassurés, c'est pas la version finale. Les plateaux, pas les plateaux, mais les châteaux, les tuiles. Désolé, je commence à avoir soif, à avoir très très chaud, je commence à fondre de partout, il commence à faire très très chaud et il est temps que la vidéo se termine. Les tuiles, là encore revues à la hausse, une direction artistique vraiment aux petits oignons comme souvent avec Awakened Realms, mais tout en gardant cette patte quand même Château de Bourgogne, ça reste Château de Bourgogne, mais avec cette vraie amélioration visuelle, les pièces de métal qui vont bien avec, les petits tokens en plastique vraiment très bien réalisés là encore, des tuiles un petit peu épaisses avec un look vraiment revu à la hausse. Il a tout pour séduire. Je pense que si vous avez déjà le jeu, a priori c'est vraiment pas une nécessité, surtout si vous avez déjà les extensions qui vont avec, etc. bien entendu. Mais si vous n'avez pas le jeu, ça me semble être un point d'entrée vraiment idéal pour Château de Bourgogne. Il n'est pas si cher que ça si on se contente de prendre l'édition à 85 ou celle à 95 par exemple. Après, bien évidemment, pour certaines personnes, le FOMO va parler, on va vouloir le Sun Drop pour les miniatures du château, on va potentiellement vouloir les tuiles en acrylique. Ça sert à rien, mais c'est de l'upgrade matériel. Et d'un autre côté, on peut se dire que pour un jeu qui a des retours aussi positifs, qui fait partie du top 15 sur BGG depuis des années et des années, on peut peut-être se permettre cette petite upgrade matérielle. Et c'est là où j'en suis dans ma réflexion à l'heure actuelle concernant Château de Bourgogne avec cette extension, mais cette version Awakened Realms. Je ne l'ai encore jamais joué. Je n'ai encore jamais joué à un Stefan Feld. C'est quand même un peu, pas une honte, mais c'est quand même un comble pour un vidéaste ludiste de ne pas encore avoir essayé de Stefan Feld. Ça fait partie de ceux que j'aurais vraiment envie d'essayer de cet auteur-là. Et avec cette fois-ci une refonte visuelle qui le rend particulièrement attirant, je me dis que s'il y a un jeu qui peut être, comment dirais-je, justifier, légitimer assez facilement un pledge avec upgrade matériel, avec les châteaux en sun drop, avec les tuiles en acrylique, ça peut en être un typiquement. J'aurais pas de, comment dirais-je, de culpabilité à aller baquer le pledge maximum sur Château de Bourgogne. Après, reste à savoir si le pledge maximum est déjà dévoilé ou s'il y en aura d'autres à venir. C'est pas impossible. Awakened Realms nous a habitués, si je me souviens bien, à dévoiler des niveaux de pledge supplémentaires en cours de campagne. Mais je me trompe peut-être, hein, mais il me semble que c'est le cas. On en vient au shipping et aussi à la TVA. TVA incluse dans les prix, donc ça c'est plutôt un gros plus aussi. Encore une fois, un truc qui vient légitimer assez facilement l'ajout du niveau de pledge avec les upgrades matériels. La TVA est incluse, ça aussi, ça fait ça de moins à rajouter dans le Pledge Manager. Ensuite, les frais de port, eux aussi, généralement, sont pas totalement pétés chez Awakened Realms. Malgré la situation du fret international depuis quelques mois maintenant, on reste dans quelque chose d'acceptable. On a quand même les extensions qui sont fournies, la boîte de stretch goal en plus de la boîte du jeu elle-même. Et on reste sur quelque chose à 21 € de frais de port pour la zone Europe, 25 pour le pledge royal. Bon, ça reste quand même assez généreux finalement presque. Canada, on est sur du 27,32, un petit peu plus cher. Pour nous qui sommes en Asie, 21,26, veut dire que demande le peuple. La zone Asie, sauf la Chine, est généralement beaucoup plus chère en termes de frais de port, et là, même pas. Je ne l'ai pas encore dit d'ailleurs, j'aurais dû le dire, mais bon, vous le verrez via le petit logo et le petit son de début d'intervention sur Castles of Burgundy, mais bien évidemment que Castles of Burgundy, cette semaine, c'est mon petit coup de cœur de la semaine. Je me suis posé la question de la légitimité de ce coup de cœur sur un jeu vieux de pas 15-20 ans, mais oui, parce que je l'ai encore jamais joué et c'est un classique que j'avais de toute façon envie de jouer un jour, cette fois-ci avec cette refonte visuelle, et je fais partie de ces joueurs pour qui l'aspect visuel est important pour
ressentir cette attraction vis-à-vis d'un jeu. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas des jeux vilains, j'ai des jeux vilains ici, c'est pas un problème. Si le gameplay est suffisamment bon, je peux complètement outrepasser l'aspect visuel, mais c'est quand même cette accroche, particulièrement sur les plateformes de financement participatif, on achète en partie avec les yeux, et là-dessus, Awaken Realms est très fort, et donc coupler la réputation de Château de Bourgogne avec l'aspect visuel que peut nous proposer en général, avec la qualité de matériel également de Awaken Realms, pour moi c'est banco, ça va être un pledge. Peut-être pas au niveau maximum, je vais voir si j'aurai un peu de self-control, on verra, mais c'est loin d'être impossible. Voilà, on verra bien. Je vous tiendrai au courant. Quoi qu'il en soit, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Castles of Burgundy. Je ne suis pas entré dans les détails concernant le gameplay parce que tout le monde connaît déjà plus ou moins ce jeu. Si ce n'est pas le cas, vous avez des centaines, voire peut-être des milliers de vidéos à disposition, y compris en français sur YouTube, pour vous faire une idée. En tout cas, pour l'instant, 10 837 backers se sont déjà rameutés sur la campagne et on est déjà à près de 1 300 000 € sur cette campagne de Castles of Burgundy. 17 jours avant la fin de la campagne, on ira certainement dépasser les 2 millions, je pense, sur cette campagne, sur cette nouvelle édition, revue et corrigée, largement augmentée matériellement parlant aussi, des châteaux de Bourgogne. Vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz si je suis pas un petit peu fou d'aller mettre un petit coup de cœur sur un jeu déjà sorti il y a 15 ans, qui propose ici juste une refonte purement visuelle et matérielle quand même. Mais il y a aussi cette petite ajout de gameplay via l'extension Vineyard. Peut-être y en aura-t-il d'autres par la suite, allez savoir, je ne sais pas. Mais en tout cas pour moi, indéniablement, Château de Bourgogne cette semaine, c'est le coup de cœur. Et c'est à peu près tout pour cette semaine sur le menu crowdfunding. Un menu certainement un petit peu plus conséquent que les 2 ou 3 précédents. Pas forcément en termes de quantité, mais il y avait vraiment le retour de 3-4 campagnes assez conséquentes cette semaine. Avec ne serait-ce que Arx, avec Batman, même si on l'a traité comme mention honorable, avec The Breach et également avec les châteaux de Bourgogne. Enfin bref, beaucoup de campagnes vraiment intéressantes cette semaine. N'hésitez pas à me dire quels sont vos coups de cœur de la semaine, lesquels vous avez backés, lesquels vous voudriez potentiellement backer, lesquels vous intéressent, sur lesquels vous avez éventuellement tiré un trait pour telle ou telle raison. Bref, on est toujours à l'écoute, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je réponds toujours à tous les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, bien évidemment à liker, ne serait-ce que ça fait toujours plaisir, ça motive énormément, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas bien évidemment. Et je conclus en vous remerciant à nouveau, en vous souhaitant une bonne semaine, un bon week-end, jouez bien, portez-vous bien, et à la prochaine!